Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord pour ce titre, chef de la cyberstratégie, il faut savoir que c'est un rôle qui n'existe pas dans le système. Donc c'est quelque chose de tout nouveau à Genève et ça a été voulu pour une raison. C'est cette vision 2030 plus de la police genevoise. Et cette vision 2030 plus, elle adresse plusieurs points, par exemple le vieillissement de la population, comment est-ce qu'on va s'occuper des seniors dans 10 ans. Il y a par exemple aussi la mobilité. Qu'est-ce que ça va être la mobilité à Genève dans 10 ans, quand on voit ce que c'est déjà aujourd'hui? Par exemple, je ne sais pas si certains parmi vous ont essayé les véhicules autonomes, les Waymo. Je ne sais pas si... Oui, quand même, ok. Très impressionnant, j'étais à San Francisco cette année et j'ai pu essayer un de ces véhicules autonomes. Alors c'est très pratique, c'est une application, on commande son taxi comme Uber ou autre. Et on voit ce véhicule arriver sans chauffeur. Alors on ne peut pas s'asseoir du côté conducteur, mais voilà, je me suis installé à côté. C'est des très belles voitures, c'est des Jaguars, donc déjà je n'avais pas eu l'opportunité jusque-là. Mais ce qui m'a frappé, c'est le sentiment de sécurité dans ces véhicules. À aucun moment je me suis senti quoi que ce soit en danger, même s'il a brûlé 2 feux orange, pas rouge, mais orange. Et donc ce véhicule m'a amené tout à fait à l'adresse que je souhaitais. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très important, je pense, dans le futur. Il y a eu des chiffres qui sont sortis récemment, je me souviens plus, sur le nombre de véhicules actuellement en circulation, de ce type de véhicules-là. C'est quelque chose qui est vraiment grandissant. Ça pose d'ailleurs des problèmes à San Francisco sur quand plusieurs véhicules se retrouvent entre eux pour savoir qui a la priorité sur l'autre, puisque quand je suis descendu de ma Waymo, j'ai vu qu'il y en avait 3 autres qui suivaient derrière. Donc des fois, ça klaxonne un peu, mais ça fonctionne très bien. Et un aspect, c'est la police dans le métaverse. C'est donc de ça dont je m'occupe, c'est d'essayer de prévoir une stratégie à plus long terme sur quelques aspects de la police dans le métaverse. Donc aujourd'hui, vous verrez que j'ai plus de questions que de réponses à vous proposer. Et je vais aussi vous parler un peu de cette stratégie comme je l'ai imaginé. Alors, métaverse, très souvent, il y a des mauvaises compréhensions sur ce que c'est. Pour beaucoup, les métaverses, c'est Meta, ex-Facebook. Alors que les métaverses, il y en a une multitude. Vous pouvez créer vos propres métaverses. Il y a des métaverses régulés, des métaverses non régulés. Vous pouvez faire un métaverse privé. Donc, c'est vraiment cet environnement virtuel, immersif, dans lequel on peut se rendre à l'aide de casques virtuels, mais pas seulement. On peut tout à fait aller dans un métaverse avec son téléphone portable. Mais naturellement, ce sera beaucoup moins immersif. Alors, un tout petit peu d'histoire sur ce métaverse. On pense que c'est quelque chose de très récent, mais en fait, ça date depuis pas mal d'années déjà. 1982, il y a le film Tron qui est sorti, qui imaginait déjà, on ne parlait pas de métaverse à ce moment-là, mais qui imaginait déjà un univers virtuel dans lequel se passent certaines actions. 1992, ça c'est une date importante, l'écrivain Neil Stephenson publie son livre Snow Crash, et c'est là la première fois qu'on a le terme métaverse. Donc le terme métaverse, ça date de 1992. Aujourd'hui, d'ailleurs, parfois, quand on parle de métaverse, ça fait déjà old school, puisqu'on commence à avoir des omniverses, des multiverses, beaucoup de verses. On a un certain nombre d'événements au cours des années, Matrix, que vous connaissez probablement, aussi Ready Player One, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est sorti en 2011, qui est basé sur un livre de 2008, je crois, qui propose un univers avec une société qui évolue dans les métaverses. C'est-à-dire que la population, et on peut s'interroger sur qu'est-ce que ça va être la vie, le potentiel de la société dans ces univers virtualisés. On entend parfois des gens qui prédisent qu'on n'aura plus besoin de travailler, par exemple, parce que tout sera pris en charge par des systèmes. On parle aussi de l'énergie qui est très importante. Certains parlent, vous voyez les prévisions, que l'énergie sera gratuite et à profusion. Donc ça, c'est des choses qui alimentent quand même les réflexions qu'on pourrait avoir dans le futur. Et 2021, l'entreprise Facebook, qui se renomme en Meta, mais encore une fois, elle n'a pas le monopole des métaverses. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur la prospective, les chiffres. Donc on a le Gartner en 2022 qui a fait une projection, et ça m'a vraiment interpellé. En 2020,
2026, donc pas dans très longtemps, 25%, un quart de la population mondiale passera 1 heure par jour dans le métaverse. Ça ne sera peut-être pas vous, ce sera en tout cas pas moi, je suis trop vieux pour ça. Mais il y a des études qui sont réalisées sur des plus jeunes générations, à savoir qu'est-ce qui est plus important pour elles. Est-ce que c'est leur vraie vie, ce que moi j'appelle la vraie vie, donc marcher sur vraiment de l'herbe, respirer du vrai air, ce genre de choses du passé, ou est-ce que c'est leur monde digital? Et ce qui ressort pour ces jeunes générations, c'est que leur monde digital prend de plus en plus d'importance. Et on parle généralement de digital twin, c'est-à-dire que pour ne pas se contenter de ce qu'on vit, eh bien on recrée ce qu'on vit dans un monde digital, mais où on a peut-être plus de pouvoir dessus. Donc 2026, 25% de la population mondiale qui passerait 1 heure par jour, en tout cas, dans les métaverses. Alors ça soulève un certain nombre de questions sur la sécurité dans ces mondes digitaux, et puis notamment pour les enfants, qui sont évidemment des cibles très vulnérables. Et ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'à l'heure où on parle maintenant, c'est déjà des milliards de dollars qui transitent d'argent criminel dans les métaverses. Principalement blanchiment d'argent, mais on voit aussi de plus en plus d'atteintes aux personnes, des enfants qui sont exploités dans certains métaverses. Et vous avez peut-être entendu parler aussi d'agressions à caractère sexuel dans des métaverses. Il y a eu des cas fameux, pas à ma connaissance en Suisse encore, mais aux États-Unis, où une femme a été violée, comme c'est présenté, dans un métaverse. Alors ça pose un certain nombre de questions, et je me réjouis d'en débattre à l'avenir. C'est comment est-ce que la société va régler finalement ces cas de personnes qui sont agressées dans des mondes virtuels. Encore une fois, moi je suis trop vieux pour ça, je me dis que si je suis agressé dans un métaverse, eh bien j'enlève le casque ou j'arrête de regarder et je suis sauvé. Sauf que on a l'impression qu'on va dans une société où le ressenti individuel, comment la personne se sent, prend de plus en plus d'importance. Par exemple, si ce matin, en me levant, je me sens être une femme, eh bien la société, tout le monde devrait respecter le fait que, eh bien, moi je me sens une femme et c'est mon droit le plus absolu. Donc j'ai eu des échanges avec des avocats et posé cette question qui est comment est-ce qu'on pourrait régler ça à l'avenir? Et la réponse pour l'instant que j'ai pu recevoir, c'est finalement la société qui va décider comment est-ce qu'on va régler ces choses à l'avenir. Il y a des choses qui étaient illégales par le passé qui sont devenues légales et l'inverse. Donc peut-être que ça sera quelque chose qui va évoluer, probablement d'ailleurs. Voilà, ça c'est juste un petit aperçu pour vous montrer qu'il n'y a pas que moi qui m'intéresse au métaverse, c'est encore une fois des milliards de dollars aussi qui sont investis par les entreprises dans ces univers virtuels pour créer ou proposer des idées de business qui se développent. Alors c'est assez intéressant sur ce que ça va apporter, en bien comme en mal, comme chaque fois avec les technologies, eh bien, il y a toujours des opportunités et puis des risques. Hormis la sécurité, un des grands risques qu'on voit arriver, c'est tout ce qui est protection de la vie privée. Et là aussi, c'est intéressant de noter qu'on va vers une société où individuellement, on fournit de plus en plus d'informations à des systèmes sans avoir aucune idée de comment est-ce qu'ils vont être traités, des algorithmes qui vont être derrière, et puis reprendre ces données et probablement savoir beaucoup plus sur vous-même que ce que vous pourriez faire vous. Donc ça, c'est très important, et à voir aussi comment est-ce que ça va être traité à l'avenir. La réglementation, encore une fois, on voit qu'à Genève, on est en retard sur pas mal de points. Je pense que globalement, on va devoir trouver des systèmes ou une manière de faire pour légiférer peut-être de manière plus rapide. J'étais 2 jours à Saint-Gall ici, puisque je suis aussi le sous-directeur du réseau national de soutien pour tout ce qui est police, on va dire cyber. Et on voit la disparité entre les cantons qui font que c'est extrêmement compliqué, notamment au niveau des bases de données, d'avoir des informations pour avoir ce qu'on appelle un Lagebild, une vue d'ensemble sur ce qui se passe en Suisse. Chaque canton, plus ou moins, fait une vue d'ensemble, mais prend des données différentes, ce qui fait que quand on met tout ensemble, ça ne veut rien dire. Donc là, je pense aussi qu'il faudra peut-être réfléchir à d'autres modèles.
Propriété intellectuelle, je l'ai mis aussi parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si j'achète un tableau, eh bien, l'artiste reçoit ce que je lui paye, mais si je revends ce tableau, eh bien, l'artiste ne touche plus rien. Or qu'avec ces systèmes, notamment de blockchain, eh bien, on pourra avoir une traçabilité, et chaque fois que ce tableau sera revendu, l'artiste pourrait recevoir des royalties. Donc, c'est des choses qui pourraient être aussi envisagées. Au niveau des entreprises, on voit de plus en plus d'entreprises qui s'installent dans les métaverses. Vous avez peut-être vu, je ne sais pas si parmi vous, certaines personnes sont allées dans les métaverses ou pas. Ok, j'ai 2-3 têtes, je me sens moins seul. Certaines entreprises qui vont investir dans ces métaverses. Et souvent j'entends, oui mais bon, si on va dans les métaverses, c'est moche, c'est vrai que si on va dans Roblox, on dirait des gros Lego. Horizon World, qui est le métaverse de Meta, jusqu'à récemment, il n'y avait pas de membres, donc c'était des troncs qui flottaient, comme ça, donc c'est pas très attrayant. Et après, je fais toujours le parallèle avec ce que j'ai expérimenté moi au cours de ma vie avec Flight Simulator. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui jouent à Flight Simulator. Et pour moi, ça a commencé en 1985 sur Commodore 64. Là aussi, je prends un risque. Si ça évoque encore quelque chose. Alors maintenant, à l'Uni, dans certains cours comme ça, j'ai des jeunes qui vont tout de suite voir ce que c'était Commodore 64. Ah ouais, et donc, quand je jouais à Flight Simulator sur Commodore 64, pour ceux qui ont joué, vous vous souvenez peut-être, on décollait de O'Hare à Chicago, qui n'existe plus maintenant à la base. Et puis, tout était vert. De temps en temps, on avait des triangles, c'était des montagnes. Et il y avait un point blanc dans l'écran quelque part, et c'était la piste qu'on devait viser, puis ce point blanc devenait une piste quand on arrivait assez près. Alors, je ne sais pas si vous avez été voir Flight Simulator 2024 sur YouTube, on ne fait plus la différence entre le jeu et la vraie vie. C'est-à-dire que le potentiel de rendu du monde virtuel, il est absolument bluffant. Quand on décolle, on voit des véhicules, des voitures qui roulent sur l'autoroute, c'est assez fou. Donc on peut vraiment imaginer, si on reprend cette notion de digital twin, que dans les années à venir, le rendu graphique de ces mondes virtuels va être saisissant, tel qu'on va vraiment pouvoir s'y perdre. Et là, il y a plusieurs business qui se développent, des entreprises, notamment pour ce qui est le tourisme, où c'est un argent fou qui est investi là-dedans. Je discutais avec un agent de voyage il y a 2 semaines. C'est qu'aujourd'hui, on va vraiment pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas la capacité de voyager, et pas seulement financièrement, mais aussi peut-être simplement des handicaps, eh bien, de pouvoir aller visiter virtuellement, mais de manière saisissante, le monde. Donc ça, effectivement, les voyages, c'est un des business. Alors moi, j'ai voulu faire un test. Vous savez qu'on peut acheter du terrain dans les métaverses. Vous avez peut-être entendu Snoop Dogg, artiste américain qui a acheté un gros terrain dans un des métaverses. Donc je me suis dit, je vais faire pareil. Donc je suis allé dans Decentraland, qui est un des métaverses, et j'ai demandé à acheter la plus petite portion de terrain possible pour faire l'essai. Trop petit pour pouvoir construire une maison. J'y reviens après. Eh bien, la plus petite portion de terrain possible dans Decentraland, c'était 14 800 $. Je n'ai pas fait. Mais j'ai quand même voulu faire l'essai de ce que ça représente. Donc j'étais sur une autre plateforme pour acheter un NFT. Seulement, je parlais des NFT avant. J'ai acheté un NFT et je suis très fier de vous montrer mon premier NFT. Donc ce tableau-là, alors c'est de l'art, on aime ou on n'aime pas, ça c'est individuel. Moi j'ai surtout aimé le prix, 30 $. Mais sa caractéristique, c'est qu'il m'appartient. Donc il est inscrit dans la blockchain comme m'appartenant et je peux donc le revendre. D'ailleurs, si l'offre est bonne. Mais ça amène aussi tout un nouveau domaine on va dire, criminel, de potentiel criminel. Puisque aujourd'hui, on sait que les blockchains sont très sécurisées, mais on sait aussi qu'elles ne sont pas inattaquables. Il y a plusieurs moyens d'attaquer les blockchains, d'attaquer les transactions.
des moyens de faire, et ça revient au danger sur les enfants dans les métaverses, par exemple du phishing dans les métaverses pour avoir des informations qui permettent d'accéder aux wallets, au contenu virtuel, que ce soit des crypto-monnaies ou des NFT, d'éventuelles victimes. Donc ça, c'est des choses qui vont se développer aussi dans le futur. Mais avec ça, ce qui est fou, je ne sais pas si certains parmi vous l'ont fait, je pourrais très bien louer une très belle maison dans le métaverse, puisqu'aujourd'hui, le real estate, c'est énorme. On peut acheter, vendre, louer des maisons. Donc je pourrais très bien louer une magnifique maison dans le métaverse, accrocher tous mes tableaux NFT dans une galerie, faire venir un artiste connu pour un concert exclusif et inviter tous mes amis pour venir assister à ce concert et visiter mes tableaux. J'ai d'ailleurs assisté à des concerts dans les métaverses, c'est quelque chose qui est magnifique. Et aussi des réunions. Il y a de plus en plus de locaux. Vous savez qu'on peut louer des locaux commerciaux. On peut faire ça aussi dans le métaverse. J'ai assisté à des séances dans le métaverse. Et c'était très sympa. Après la réunion, on est monté sur le rooftop où il y avait un DJ privé. Et on a pu danser à côté de la piscine. Et c'est un peu ridicule comme ça. Mais l'effet, en fait, c'est très sympa. C'est-à-dire que pendant les réunions, c'est tellement joli, c'est tellement sympa qu'on est quand même assez attentif à ce qui se passe. Et peut-être que ça va révolutionner une partie de comment la société va fonctionner dans le futur. Et là, ce n'est pas un jugement de valeur, je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste des constats. Voilà. Encore sur les boutiques virtuelles. Je voulais vous parler des avatars. C'est qu'aujourd'hui, quand on va dans le métaverse, ce qui nous personnifie, c'est l'avatar qu'on va créer. Alors on va faire, bon j'ai fait ça, j'ai fait un avatar qui me ressemble plus ou moins, etc. Et après, j'ai vu qu'on pouvait mettre sa photo sur son avatar pour que ça ressemble plus. J'ai fait ça, c'était pas bien. Pour l'ego, c'était très difficile. Donc le rendu était vraiment pas avantageux. Mais il y a des sociétés qui existent aujourd'hui qui peuvent déjà créer des avatars full 3D de qui vous êtes. Et là, on voit le potentiel commercial, c'est-à-dire que je vais pouvoir me rendre dans des boutiques dans le métaverse, essayer des habits, voir à quoi je vais ressembler, puisque mon avatar sera un être 3D qui me personnifie. Et si ça me plaît, eh bien, je pourrais le commander et le recevoir dans la vraie vie. Et là, on voit ce qui est prévu des tendances des métaverses, c'est qu'on va aller vers un monde probablement où on ne sera pas ou dans le métaverse ou dans la vraie vie, mais ce sera quelque chose de totalement transparent peut-être, où les gens n'auront pas forcément conscience qu'ils sont dans un univers virtualisé ou pas. Voilà. Ça, c'est aussi une chose qui est intéressante, parce que ça amène une autre question, c'est comment est-ce qu'on va savoir qui je suis dans les métaverses? Je fais partie de l'Interpol Metaverse Expert Group. Donc Interpol a créé ce groupe pour étudier les conséquences aussi pour la police ou pour la criminalité. Et vous savez qu'Interpol a son siège à Lyon. Et puis tout ce qui est, on va dire, cyber, IT, c'est à Singapour. Donc Interpol a recréé son siège de Lyon dans un métaverse privé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller librement dans les bureaux d'Interpol. Mais ils ont recréé Interpol Lyon et on a eu des séances dans ces locaux-là. Et quand je me balade dans Interpol à Lyon, dans le métaverse, ça m'est arrivé de croiser évidemment des gens, dont le secrétaire général, et j'ai commencé à lui parler, il m'a répondu, et évidemment son avatar, je n'étais pas sûr, mais en écoutant sa voix, je l'ai reconnu, parce que je connaissais. Donc on a des identifiants physiques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se reconnaît physiquement, où on reconnaît la voix. Et malheureusement, vous le savez probablement, c'est des choses qui ne sont plus de confiance, puisqu'il y a eu de plus en plus de cas de deepfake, on en parlait avant, où des gens ont été persuadés d'avoir affaire à la personne qu'ils croyaient, mais ce n'était pas le cas. Un des cas célèbres, c'était en début d'année à Hong Kong, je crois, où non seulement on va dire, la victime a reconnu son interlocuteur,
mais les criminels avaient reconstitué non seulement l'interlocuteur, mais aussi les collaborateurs de celui-ci. Donc la victime s'est sentie complètement en confiance, puisqu'elle a reconnu tout le monde, et ça s'est soldé en 3 versements pour un total de 26 millions, je crois, de dollars. Donc ça pose un autre problème de société, c'est comment est-ce qu'on va reconnaître, ou qui vais-je être dans ces univers virtuels, respectivement, comment est-ce que je vais faire pour reconnaître mon interlocuteur. Et là, il y a beaucoup d'études qui se font, notamment une université en Allemagne, où on essaie de voir la véracité d'un avatar. Donc c'est intéressant de faire le test. Je suis dans un supermarché, il y a des clients, des jumeaux d'ailleurs, qui sont là. Et quand je mets leurs lunettes virtuellement dans mon casque, eh bien, j'ai des faisceaux verts sous les vrais avatars, des faisceaux rouges sous les faux avatars. Ça veut dire que je pourrais reconnaître des choses. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des patterns, un identifiant qui pourrait lui-même être attaqué. Et c'est le même problème des intelligences artificielles, puisqu'elles sont dépendantes des informations qu'on me rentre, et c'est-à-dire qu'on pourrait manipuler, finalement, les informations qui en sortent. Donc voilà, ça aussi pour la société, de voir comment est-ce qu'on va évoluer et qu'est-ce que vont être nos identifiants. Il y a des travaux qui se font auprès d'Europol maintenant, par exemple, sur les frappes clavier. C'est-à-dire que la manière dont on... Oui, je vois. je vois. Donc les frappes clavier, la manière dont je tape sur le clavier, la vitesse, la force, les erreurs que je commets, ça pourrait être des patterns, de nouveau, qui pourraient permettre d'identifier. Il faut que je me dépêche un peu. Donc ça j'en ai parlé sur... parce que je parle aussi en décalage des slides des fois. Donc pour les utilisateurs, voilà, beaucoup de jeux aujourd'hui. L'apprentissage immersif, ça c'est quelque chose qui est très intéressant, notamment dans le domaine médical. J'ai discuté avec un professeur des HUG. Il m'expliquait pour les anesthésies, les péridurales. Pour apprendre la péridurale, vous savez, cette longue aiguille où il faut aller vraiment chercher un endroit. Et il m'expliquait qu'ils doivent planter l'aiguille, et pour savoir où injecter, eh bien, il y a une sorte de petit décrochement, le tissu change. Et c'est ça que l'anesthésiste doit comprendre, apprendre et ressentir. Et aujourd'hui, ça s'est parfaitement reproduit d'un point de vue virtuel. Donc l'apprentissage, c'est quelque chose qui va être très intéressant dans le futur. Donc tout ça pour vous amener à cette stratégie, qui est celle que j'ai imaginée, mais qui n'est pas la seule, qui n'est pas la meilleure, c'est celle qui est en l'état. C'est en 3 points, la formation du policier dans le métaverse. Au début, je pensais que ça pouvait remplacer les académies de police, mais je me suis vite rendu compte qu'au niveau financier, ça n'allait pas être le cas, en tout cas. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir entraîner les policiers sur des aspects qu'on ne pourrait pas faire dans la vraie vie. Dangerosité, difficulté à mettre en œuvre. Donc là, on va pouvoir augmenter le niveau de formation, notamment de la police, par les métaverses. La prévention, j'y reviens tout de suite. Il y a l'aspect forensique, c'est comment est-ce qu'on va récupérer des éléments forensiques, donc des éléments de preuve, dans les technologies qui soutiennent les métaverses. Là, on a blockchain, crypto, NFT, tout repose là-dessus, Internet du comportement, et aussi tout ce qu'on appelle les endpoints, les casques, les haptics. Vous savez qu'aujourd'hui, si mon avatar tape sur l'épaule de votre avatar, où vous soyez dans le monde, vous ressentirez le tapotement. Récemment, j'ai vu aussi des modules qu'on pouvait rajouter sous les casques pour avoir des odeurs, plus de 250 odeurs et combinaisons. Pas seulement des odeurs, mais aussi le vent, le chaud, le froid. Donc tout ça pour avoir de plus en plus cette sensation de digital twin. Donc comment récupérer les informations sur ces endpoints-là. Et finalement, la prévention. La prévention, c'est un aspect qui est extrêmement important puisque c'est déjà de la perturbation pour les activités criminelles, mais c'est aussi comment augmenter le niveau de maturité de la connaissance de la population pour qu'elle soit moins victime et donc ait moins besoin de recourir à la police. Donc aujourd'hui, on a imaginé un poste de police Genève dans le métaverse, privé, et l'imagination, c'est de le développer sur des modules. Donc au début, on verrait la visite du musée de la police, par exemple, qui finalement serait accessible au public. Des chatbots qui pourraient répondre à des questions. Donc les personnes qui viendraient poser des questions d'ordre général pourraient avoir une réponse. Et puis aussi, assister les personnes victimes.
Et je verrais assez dans un lointain que peut-être les personnes pourraient venir déposer plainte dans ces univers-là. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me dire que si elles étaient victimes dans le métaverse, elles préféraient aller déposer plainte dans le métaverse parce qu'elles se sentiraient mieux accompagnées ou accueillies en tout cas. Et ça, il y a des études au niveau médical, c'est que beaucoup de gens disent qu'ils préféraient aller expliquer ce qu'elles ont à des systèmes pour ne pas avoir le jugement, la peur du jugement. Et on pourrait tout à fait faire le parallèle avec la police. Voilà. Ce sera la dernière slide, ça c'est simplement pour remontrer ces technologies qui soutiennent les métaverses, l'importance d'une collaboration internationale. Donc Interpol, on travaille beaucoup avec dans le cadre de ce groupe. Europol, j'en ai parlé. Francopol aussi pour toutes les régions françaises, donc toute la communauté francophone dans le monde, très importante. Et puis, j'ai ici Mark Zuckerberg. Donc, Metaverse, ce n'est pas quelque chose qu'une entreprise construit, mais c'est un nouveau chapitre de l'Internet dans son ensemble. Je ne sais pas s'il a dit ça avant ou après avoir réduit ses investissements dans les métaverses, mais en tout cas, ça montre assez bien ce qu'on pourrait envisager. Voilà, je vous remercie. Et j'ai une minute de retard.